Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TM1. Nous sommes mercredi soir et c'est l'heure de l'actu en débat, le magazine de la rédaction qui débat de l'actualité de la semaine. Fonction publique, le boom des faux diplômes. Hivernage à Bamako, cascade d'inondation, comment juguler ce fléau. 18 août 2020, 18 août 2024, le président Ibrahim Boubacar Keïta démissionnait. 4 ans après, quel changement? Le thème de notre débat, nous en parlons avec M. Alexis Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Youssou Sissoko, journaliste, directeur de publication du journal Athénance. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, la saga des faux diplômes continue dans les concours au Mali. Le concours direct de recrutement de la fonction publique 2023 a été annulé par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social le 5 février dernier, suite à la découverte d'un vaste réseau de fraude. Les résultats ont été proclamés ce vendredi 16 août 2024. Après la proclamation de ces résultats, sur 1717 candidats qui ont été déclarés admis sur 1489 postes à pouvoir, 72 postes n'ont pas pu être pourvus pour faute de moyenne. Malgré cela, on dénonce encore 44 faux diplômes. Monsieur Alexis, est-ce qu'aujourd'hui les faux diplômes sont devenus un danger pour les concours de la fonction publique? Pas seulement, vraiment c'est un danger pour un fléau social. Vous avez des gens qui vont se former, qui vont apprendre, qui ont la technicité et qui sont, disons, finalement peut-être mis de côté au profit de certains qui se sont, par des petits moyens, disons, procurés des diplômes pour avoir les postes. Et on voit, quand ces gens ont les places, on voit les inconvénients parce que ça va déteindre sur l'administration, ça va déteindre sur le rendement, ça va déteindre sur le rendu, ça va déteindre sur toute la chaîne, ceux qui travaillent avec eux, ceux qui dépendent d'eux pour le travail, ceux qui travaillent pire encore pour ceux qui vont travailler sous eux. Mais à mon avis, on n'a pas ou on a rarement adressé la question comme il le faut. Le tout n'est pas de constater à chaque fois, d'éliminer et tout, mais je pense que faire un faux est un délit. Je pense que le mieux c'est de poursuivre ces gens, d'en faire des exemples, de sorte que au moins à un niveau ça s'arrête. Aujourd'hui avec les moyens modernes, certains le font dans les cyber de façon innocente, mais s'ils voient les sanctions, ça va certainement en dissuader. Alors, M. Sissoko, justement, dites-nous aujourd'hui, est-ce que les faux diplômes sont un danger pour le concours d'administration? Ok, merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de TM1. Et effectivement, c'est un danger. Et votre question me rappelle une célèbre citation d'un grand penseur qui dit que pour détruire une nation, on n'a pas souvent besoin de jeter une bombe atomique. Il faut détériorer surtout son système éducatif. Et en ce moment, il y aura des faux ingénieurs, de faux médecins et de faux enseignants. Et je crois que le faux diplôme entre dans ce cadre. Alors, quand le grand frère l'a dit, quand en tout cas des agents qui sont quand même appelés à servir un pays, alors rentrent par la petite porte en tout cas pour pouvoir servir, je crois qu'ils ne seront pas des cadres en tout cas valables, ils ne seront pas des cadres compétents. C'est ça justement le danger du faux diplôme. Donc comme mon co-débatteur l'a dit, il faudrait justement que l'État sévisse contre en tout cas tous ces contrevenants, tous ces en tout cas délinquants si vous voulez bien, parce que en fait quelqu'un qui obtient un diplôme de façon frauduleuse, il ne sera jamais efficace. Et je crois qu'en lui confiant en tout cas un poste de responsabilité, il ne sera du tout pas efficace. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose que l'État en tout cas essaie de déceler ça. Mais comme il a si bien dit, il ne faut pas se limiter seulement à dénoncer, mais il faut passer à l'acte. En quoi faisant, comme le ministre l'a dit au cours de sa conférence, il dit que ces gens-là seront traduits devant la justice, les dossiers ont été transmis à la justice, que la justice va s'en occuper. Franchement, il faut qu'on donne une leçon à ces gens pour que nous puissions en tout cas éviter à la longue et ceux qui fournissent suffisamment d'efforts pour obtenir leur diplôme, qu'on leur donne la place et que, voilà, que le pays fonctionne normalement.
Pour avoir des ressources humaines de qualité, il faut effectivement des personnes de qualité. Alors le ministre, lorsque le concours a été supprimé pour la première, annulé du moins pour la première fois, ils ont apporté des modifications. Ils ont fait savoir lors de l'interview, il dit qu'il y a eu d'abord une nouvelle méthode de codification des feuilles d'examen, un changement de méthode du choix des sujets et il y a eu aussi la nomination d'un nouveau directeur au niveau de la direction des examens et concours. Pensez-vous que c'est avec ces petites modifications apportées dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut réellement faire aujourd'hui pour juguler ce fléau de faux diplômes? Oui, c'est déjà un pas, c'est déjà en tout cas un acte salutaire qui a été posé par le gouvernement. Et moi je pense qu'il ne faut pas se limiter à ce niveau-là parce qu'il faut aller jusqu'au niveau de la base. Parce qu'effectivement, c'est au cours du concours qu'on s'est rendu compte qu'il y a des faux diplômes. Mais est-ce qu'en amont aussi, il ne faut pas s'impliquer, l'État doit s'impliquer tant au niveau des écoles privées, parce que généralement, je n'ai rien contre les universités privées autres, mais c'est à ce niveau-là justement que certaines pratiques se font. Donc il faudrait que l'État s'implique à ce niveau pour qu'il y ait, en tout cas, pour moraliser si vous voulez bien, et ne pas permettre à qui veut, en tout cas à chacun d'ouvrir une école. Il faudrait quand même qu'il y a déjà des cahiers de charges, en tout cas à tous les niveaux secondaires, supérieurs, pour avant d'ouvrir une école, mais il faudrait justement que l'État s'implique véritablement en amont pour en tout cas endiguer un tel fléau. Comment juguler ce fléau de faux diplômes? Oui, les mesures édictées sont déjà une bonne base, hein, mais il faut aller au-delà. On a besoin, le problème est à deux niveaux. Justement, le manque d'emploi fait que les gens sont prêts à tout pour avoir un travail. Donc, et pour moi, le rôle de l'État aujourd'hui n'est pas d'embaucher tout le monde. Le rôle de l'État est de faire en sorte qu'il y ait des opportunités pour tout le monde, que les gens puissent travailler sans vouloir forcément travailler pour la fonction publique de l'État. Donc, ça, trouver, ouvrir des opportunités d'emploi pour tout le monde. Ensuite, faire en sorte que l'éducation soit une valeur au Mali d'abord. Que l'éducation soit une valeur en ce sens que l'État même, valorise l'éducation, que l'État montre que c'est important de former, d'éduquer et de savoir. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est fait que les gens pensent que on peut arriver plus par la courte échelle que par l'effort intrinsèque de tout un chacun. Donc, mettre l'accent sur l'éducation et la formation, mais également faire en sorte qu'il y ait plus d'opportunités. Je vois dans des pays où l'État fait en sorte que les gens puissent travailler et vivre de leurs efforts. Dans ces pays, l'État fait beaucoup de sensibilisation pour que les gens acceptent de travailler pour la fonction publique parce que ici, c'est devenu un enjeu, mais ailleurs, les gens ne veulent pas parce que justement, ils ont plus d'opportunités et l'État a fait en sorte que chacun puisse, de par sa formation, son éducation et sa sensibilité, vivre du fruit de son effort. Alors si je vous posais cette question, vu tout ce que nous vivons, comme vous venez de dire, au niveau des écoles, tant fondamentales, secondaires que supérieures, c'est vrai qu'on en fait tellement de fora au Mali. Est-ce qu'il n'est-il pas temps d'engager la réflexion réellement pour que nous puissions avoir des main-d'œuvre, des ressources humaines capables de relever et de donner vraiment à l'administration malienne des hommes de valeur pour vraiment donner une vitrine à l'administration? Il faut juste de la vision de la part de ceux qui nous gouvernent. Vous savez, comme je l'ai dit, le rôle de l'État n'est pas d'injecter, de créer. Le rôle de l'État est de créer le cadre qu'il faut. Prenez juste les stations d'essence. L'État a libéralisé, a créé le cadre, a permis que des privés s'installent et vous voyez comment les gens injectent de l'argent pour créer des stations. On peut faire ça dans tous les domaines. Si l'État crée le cadre pour que les gens puissent investir dans l'agro-business, dans la transformation, dans la distribution, vous verrez que sans l'aide de l'État, des gens vont y aller. Sondez ceux qui travaillent dans la fonction publique. Les 80%, sans exagération, viennent faute de mieux.
c'est pas leur vocation, c'est pas leur ambition, mais il n'y a pas autre chose. Et on ne se réalise pas en faisant quelque chose qui ne nous plaît pas. Et comme on le disait tout de suite, c'est ce qui donne la qualité de l'administration que nous avons. Vous prenez aujourd'hui difficilement un document officiel sans trouver des coquilles, des maldits, voilà. C'est la qualité, ça reflète la qualité de tout ce que nous avons. Donc, on ne demande à l'État qu'à créer le cadre, qu'à avoir la vision. Et c'est à l'État d'avoir la vision, et c'est tout ce qu'on demande. Comment mettre fin à ces fléaux pour une administration forte? Je partage entièrement son analyse. Il faudrait d'abord que l'État, les autorités aient cette vision. Et c'est ce qui manque surtout dans nos pays. Parce que quand tu compares le Mali, en tout cas, aux pays voisins, alors sur le plan de la qualité des ressources humaines, il n'y a franchement pas de comparaison. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tout près, franchement, c'est des gens, parce que les autorités de ces pays-là ont accordé de l'importance à la formation, en tout cas, de leurs citoyens. Je crois que c'est ce qui manque. Et deuxièmement, il faudrait quand même que l'État sache qu'un pays comme le Mali, qui est un pays dont l'économie est fondée sur l'agro-silvo-pastoral, franchement, il n'y a pas d'école à proprement parler qui sont spécialisées en tout cas dans ce domaine-là. Il y en a peut-être, mais en quantité très insuffisante. Donc pourquoi ne pas penser à cela pour qu'il y ait une adéquation entre la formation suivie et l'emploi disponible. Et c'est ce qui manque cruellement dans ce pays. C'est pourquoi les jeunes pensent qu'il y a plus de garanties en allant au niveau à la fonction publique plutôt qu'en s'installant au niveau du privé. Parce que l'environnement des affaires aussi n'est pas très très propice en tout cas des investissements. Donc les gens préfèrent, ou les quelques jeunes qui ont même souvent tenté en tout cas de s'installer à leur compte, ont des sérieux problèmes parce que l'État ne leur donne pas toutes les garanties, tant au niveau des institutions financières que sur le plan juridique. Donc je crois qu'il faut revoir tout ça pour qu'on puisse en tout cas avoir en tout cas des ressources humaines compétentes et pour que le Mali puisse en tout cas sortir de ça. La ressource humaine compétente, la réflexion est donc posée. Hivernage au Mali, 59 cas d'inondation et l'on dénombre malheureusement 15 décès. Dans son communiqué publié le 16 août 2024, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, il ressort 59 cas d'inondation, 15 cas de décès en vie humaine. Alors aujourd'hui, les régions les plus touchées, c'est Sikasso, Ségou, Koutiala, Bougouni, Gao, San, Djoïla, Nioro du Sahel, Kita et le district de Bamako. Alors, en dehors des inondations, en dehors du changement climatique, la question qui me vient en tête, est-ce qu'aujourd'hui ces inondations, c'est plus une question de changement climatique ou plus une question de comportement humain? Plus une question de redevabilité et de reddition des comptes. Vous savez, le premier principe, c'est que quand vous vous installez, quand la mairie donne une parcelle, c'est que la mairie a fait au moins une viabilisation, ne serait-ce que sommaire. Deuxièmement, si vous vous êtes installé peut-être sans cette viabilisation faite par la mairie, avec l'autorisation de la mairie, il y a quelqu'un en faute. Si vous vous êtes installé de votre propre chef, il y a des autorités pour sévir. Ensuite, on paie les taxes. Et les taxes servent à la viabilisation, à l'entretien routier, à l'entretien des canaux, au ramassage des ordures. Et rien ne se fait. Et l'hivernage pour cette année, en tout cas, Dieu bénisse la science. L'hivernage de cette année, les prévisionnistes nous ont dit ce à quoi nous devrions nous attendre. Nous savons chez nous les zones à risque. Et rien n'a été fait à l'avance. Donc, oui, c'est la redevabilité. On est là. L'année prochaine, on va constater les mêmes choses, on va déplorer les mêmes choses, mais vous verrez qu'entre la saison sèche et les prochaines pluies, on ne fera rien. C'est pas aujourd'hui, normalement, on est à même de prévenir, de prévoir et d'anticiper sur des choses. C'est Sissoko, oui. Les inondations, moi je divise la poire en deux.
il y a effectivement le changement climatique en est pour beaucoup. Parce que, imaginez, ce n'est pas seulement au Mali qu'il y a eu inondation, pratiquement dans tous les pays du Sahel, du Tchad au Niger, même au Soudan, voilà. Donc, il y a des inondations. Mais pour le cas du Mali qui nous concerne beaucoup, moi je pense que il y a, c'est vrai, le facteur temps, il y a le facteur en tout cas changement climatique, mais il y a aussi le comportement humain. Le comportement humain en ce sens que, comme il a si bien dit, nous remarquons que, en tout cas pour ce qui concerne Bamako, vous voyez dans quel désordre les gens s'installent. Souvent on ne respecte pas en tout cas les normes de viabilisation, on ne respecte pratiquement rien. Alors que, comme on le dit en Bambara, l'eau ne va jamais laisser son chemin. Donc forcément, quand ça ne laisse pas son chemin, ça veut dire qu'elle va déverser dans les domiciles. C'est ce qui provoque généralement, en tout cas, l'inondation à Bamako. Mais moi, je crois qu'il faudrait quand même que, comme il a si bien dit, que les autorités, en tout cas, jouent pleinement leur rôle. Parce que ce soit les maires ou en tout cas le gouverneur du district, je ne sais pas maintenant, que chacun joue son rôle parce que les inondations sont dues en grande partie aussi au fait que les curages des caniveaux ne sont pas faits régulièrement, le ramassage des ordures n'est pas fait régulièrement. Alors tout ça, en tout cas, sont des facteurs qui provoquent généralement l'inondation. Justement, tous ces facteurs sont connus et si on vous demandait, selon vous, quelles sont les actions qu'on doit prendre à court et moyen terme et à long terme? Oui, à court terme, il faudrait d'abord que les autorités municipales, en tout cas, jouent pleinement leur rôle. Qu'il y ait un ramassage des ordures, qu'il y ait un curage des caniveaux et qu'il y ait même une sensibilisation aussi parce que souvent les ordures s'entassent en tout cas dans des endroits où ils ne doivent vraiment pas s'entasser parce qu'en le faisant, forcément ça va être en tout cas une digue qui va empêcher l'eau de circuler. Donc moi je crois qu'il faut que les autorités jouent pleinement ce rôle-là tout de suite parce que il est prévu quand même que durant toute cette semaine-là, il va pleuvoir. Donc franchement, qu'on part au plus pressé et qu'on fasse de telle sorte que les habitants puissent en tout cas souffler un peu. Maintenant, pour le reste, moi je pense que en tout cas à moyen terme, il faudrait justement qu'il y ait, franchement, que nous fassions des études approfondies pour savoir en tout cas s'il y a inondation, s'il y a pluie, est-ce que nos concessions, je prends l'exemple sur par exemple Bla, ou alors beaucoup de concessions se sont effondrées, c'est dû au fait que nos constructions ne sont pas adaptées justement à nos climats. Donc faisons de telle sorte que, en tout cas, qu'on trouve en tout cas les moyens pour pouvoir construire des maisons qui puissent en tout cas résister à toutes ces calamités-là. Sinon, je crois qu'à ce rythme-là, c'est bonjour les dégâts, donc dans les années à venir. Les actions à entreprendre à court moyen terme? Vous savez, une crise est en soi porteuse d'opportunités. En temps normal, il y a des décisions qui vont être difficiles à prendre, mais la crise offre ces occasions. On a vu des catastrophes dues à nos comportements, au fait qu'on laisse les ordures partout, au fait qu'on ne respecte pas les caniveaux, au fait qu'on ne respecte pas les voies d'eau. On a vu au fait qu'on se soit installé partout. Il y a ceux qui relèvent de la superstructure qui sont des responsabilités de l'État. Je pense que c'est le bon moment pour taper dans la fourmilière parce que tout le monde serait d'accord ayant vu les conséquences. C'est vrai, il y a beaucoup de bouts par lesquels on peut prendre. Mais c'est, par exemple, si vous prenez Missabougou, je suis sûr que si on curait le fleuve plus, l'eau ne resterait pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a ces moyens par rapport au fait de faire les canalisations et de curer le fleuve? Qu'est-ce qui serait le plus facile ou le moins cher ou le plus pressé? Je pense qu'il faut trouver des solutions à court terme et ça passe par des solutions difficiles mais justement quand on dirige, c'est pour prendre des solutions souvent impopulaires. 4 ans, 18 août 2020, 18 août 2024, 4 ans que la chute du régime IBK et l'installation de la transition. 4 ans, qu'est-ce qui a véritablement changé, Kalamiri? Je donne ma langue au chat, mais en entendant, je pense que oui, c'est peut-être le lieu d'avoir une pensée pieuse pour le président IBK. Qui a démissionné justement pour éviter
le scénario nigérien, c'est difficile de dire qu'est-ce qui a changé. Pour deux raisons. La communication officielle ne fait pas de bilan régulièrement, donc, et la situation du pays fait que nous n'avons pas de vue sur ce qui se passe réellement au-delà de nos zones de confort. Donc oui, question difficile, oui, j'en conviens. Voilà. 4 ans. Sissoko, quel changement? L'aîné il a rendu ma question difficile aussi parce que, effectivement, en fait, pour être un peu plus sérieux, je joins ma voix à celle de mon grand frère pour rendre hommage effectivement à toutes les victimes de l'insurrection populaire qui est arrivée en tout cas au bout du régime d'Ibeka. Et surtout, souhaiter que la justice soit rendue, pour les victimes. Maintenant, parler du bilan de la transition, c'est vraiment un exercice difficile. Difficile à ce sens qu'à chaque fois qu'on parle, tu es étiqueté anti-transition, pro-X, pro-Y. En fait, bon, ça ne nous gêne pas en tant que professionnel. En fait, si je devais dresser un bilan, je ferais d'abord une comparaison. Qu'est-ce qui nous a d'abord poussé, en tout cas, à nous soulever contre le régime Ibeka? C'est parce qu'il y avait une mauvaise gouvernance, il y avait la corruption, il y avait surtout l'insécurité. Voilà, donc pour ces trois raisons seulement, je crois que les gens ont pris leur destin en main et dire que franchement, trop c'est trop. Maintenant, 4 ans après, qu'est-ce qui a changé, en tout cas, quand tu prends ces trois domaines-là? Donc je dirais que sur le plan de la sécurité, c'est vrai, on a acquis des armes. C'est vrai que l'armée même est montée en puissance, mais aujourd'hui, force est de constater que la situation sécuritaire se détériore. Aujourd'hui. Quand tu prends le niveau, en tout cas, de corruption, pour moi, ça n'a pas totalement changé aussi parce que c'est vrai, on a arrêté les gens, c'est vrai, il y a des dossiers au niveau de la justice, mais en termes de pratique, franchement, je dirais que beaucoup de choses n'ont pas changé. Donc, je dirais même que la corruption, en tout cas, continue à gangréner, si vous voulez, bien notre société. Ensuite, sur le plan, en tout cas, des conditions seulement sociales. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a beaucoup d'emplois sont vraiment allés à volo, beaucoup d'entreprises sont fermées et aujourd'hui, les conditions sociales sont très difficiles parce qu'il y a l'inflation. Les prix des denrées de première nécessité ont galopé et franchement, je dirais même que rares sont les familles au Mali, en tout cas à Bamako, qui sont capables de prendre au moins 2 repas par jour. Donc quand tu prends de façon globale, je dirais que, comme on l'a dit, franchement, nous pouvons tout simplement dire que les attentes n'ont pas été comblées. Les attentes n'ont pas été comblées 4 ans après, la question reste posée et la réflexion continue. Merci de nous avoir suivis. Nos invités étaient M. Alexis Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune, et Youssouf Sissoko, journaliste également, directeur de publication du journal Athénance. Portez-vous bien, d'ici là, que Dieu bénisse le Mali. Au revoir, à très bientôt et restez toujours en nos compagnies sur TM1, la chaîne qui vous allume.